Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne, Groupe Morin. C'est une soirée à oublier pour l'Olympique de Marseille. Grosse défaite, 3-0 face à la JOCR. La bête noire cette saison de l'Olympique de Marseille, c'est la JOCR. Lors de la saison 2022-2023, c'était la Ajaccio. Et malheureusement, les Marseillais n'y sont pas arrivés ce soir. Si vous souhaitez nous appeler, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15. On a entendu un petit peu les premières réactions de Jacques après cette rencontre. On va entendre celle de Steph qui est en ma compagnie sur le studio. Steph, une réaction très globale pour le moment après cette défaite. Énervé, frustré. J'arrive pas à comprendre comment on peut faire ce genre de match-là ce soir encore une fois. J'ai l'impression de revivre le match face à Nice, le match face à Paris, où voilà, on voit des joueurs qui jouent à la baballe dans tes 20, 25, 30 mètres. Tu arrives à avancer jusqu'aux 30 mètres adverses, et après, il n'y a plus rien. Énormément de déchets dans les dernières passes, énormément de déchets dans les centres. Voilà, et Auxerre, il faut tirer le chapeau à Auxerre. Ils ont joué bien les coups, ils ont su te faire mal, te prendre encore une fois dans le dos. Donc De Zerbi avait dit qu'il avait appris de la défaite au match aller. Malheureusement, il n'a pas su trouver les failles pour pouvoir battre l'ogre auxerrois de ce championnat de Ligue 1. On se déplace sur le 14e, on a un coup exceptionnel à faire après les résultats de hier et d'aujourd'hui, et on fait cette purge. L'arbitrage, on va en venir, on va en parler. D'accord. Même sur ce terrain-là, même pendant le match, on n'était pas d'accord tous les deux, Enzo. Mais ça n'excuse en rien et ça n'enlève en rien la prestation catastrophique de nos joueurs ce soir. On voit en même temps que tu parles, Steph, les images de Pablo Longoria dans les vestiaires et proches des arbitres. On parlera bien sûr de l'arbitrage, mais on ne parlera pas que de ça, parce qu'il y a aussi le contenu proposé par l'Olympique de Marseille. On va accueillir notre premier supporter pour ce débrief et pour cette soirée. C'est Nico qui nous a rejoint au standard. Salut à toi, Nico. Salut Enzo, salut à tous. Nico, quel sentiment qui prédomine chez toi après cette défaite marseillaise? Très énervé, parce que comme après chaque défaite, il y a la défaite, mais c'est le contenu qui dérange surtout. Comment tu peux, après une semaine de repos, tu as un match par semaine, et tu fais des prestations comme ce soir. Ce soir, tu as toute l'équipe qui est passée à côté. Les meilleurs joueurs, ça a été Cornelius jusqu'à son carton rouge, Murillo, et Kondogbia qui a été pas trop mauvais derrière. Sinon tout le reste, ça a pas été au niveau. Milieu de terrain, on s'est fait bouffer de A à Z. Offensivement, tu n'as rien montré. Comment tu es capable de faire ça, de faire de telles prestations? Alors, c'est anormal. Nico, restons sur ça, parce que on va parler bien sûr de cette rencontre, mais moi ce que j'ai envie d'analyser aussi, c'est les défaites de l'Olympique de Marseille pendant toute la saison, celle face à Auxerre en début de saison, celle face à Nice récemment, celle face au Paris Saint-Germain au Vélodrome, celle face à Auxerre une nouvelle fois ce soir. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement quand l'OM perd, on n'arrive pas à sortir un joueur, c'est vraiment toute l'équipe qui a sombré. Et qui sont ouais, mais c'est ça qui est incompréhensible, Enzo, c'est que encore que tu perds un match parce que tu es tombé contre une meilleure équipe que toi, ou que tu n'as pas eu de réussite, tu as touché 4 fois les poteaux, mais c'est pas le cas. Ce soir, tu n'as rien montré. Ce soir, sors-moi une occasion concrète que tu as eue. Il y a eu le but refusé pour l'extérieur de Gouiri, il y a l'extérieur de Gouiri aussi, mais il manque complètement, il doit plus tenter pied gauche. Honnêtement, mais c'est pas suffisant. Sur la valeur de l'équipe, tu dois montrer beaucoup plus. Mais bien sûr, tu es second du championnat, tu vas chez le 14e, tu es monstrueux à l'extérieur et tu fais cette purge-là. Moi, je suis désolé, il va falloir vraiment que l'entraîneur parle avec les joueurs et qu'ils repartent de l'avant. Là, on est en train de revoir le but. Comment Merlin, il peut défendre de la sorte sur le premier but? Faut arrêter au bout d'un moment. Alors, on va donner la parole à Jacques. Jaco, toi qui étais bien sûr avec Karim pour commenter ce match en direct de la Baie des Champs, tu as pu entendre l'analyse et les propos de Nico qui trouvait ça inexplicable finalement sur comment l'OM perdait ses matchs. Est-ce que toi tu arrives à l'expliquer de te dire que à chaque fois que l'OM perd, c'est vraiment toute l'équipe qui sombre, des 11 joueurs qui démarrent le match, des remplaçants et même peut-être aussi du staff marseillais?
Oui, on perd le fil. On l'a perdu et tu as vu que tu pouvais en prendre un 4e, voire un 5e. C'était la catastrophe. L'équipe a totalement sombré et ça, il va falloir se poser des questions. Comment il est possible d'avoir autant de joueurs aussi mauvais? Quand je parle de joueurs mauvais, c'est des joueurs qui ont des qualités qui sont exceptionnelles d'habitude. Adrien Rabiot, catastrophique. Sur le premier but, c'est lui qui perd le ballon. Quentin Merlin derrière, catastrophique défensivement. On a vu aussi Mason Greenwood être totalement transparent, translucide. On a vu Amin Gouiri aussi être maladroit. On a vu Benasser aussi, un joueur qui est normalement un joueur talentueux, être sorti, alors que normalement c'est le rond-point, c'est un joueur avec beaucoup de qualité. Højbjerg manquait, passe sur passe, sans arrêt. Donc effectivement, cette équipe, à un moment donné, il n'y a aucune explication cohérente à donner. Quand Nico nous dit c'est les mêmes, mais c'est exactement ça, c'est bien résumé, c'est-à-dire que contre Nice, un naufrage collectif, contre Auxerre, un naufrage collectif, contre Strasbourg, un naufrage collectif. On le dit régulièrement avec Steph, on peut perdre au football, ça existe, mais comment c'est possible d'être aussi mauvais, les gars? Expliquez-moi. Moi je veux bien qu'on m'explique. C'est pas possible. Alors oui, l'arbitre. Ouais, mais on ne peut pas se cacher derrière ça, Jaco. On ne peut pas se cacher derrière l'arbitre. Mais non, mais Karim me disait ça. Mais tu peux pas. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Quand on fait la première mi-temps que l'on fait, Jaco, ce soir, combien de fois on l'a dit? Combien de fois on l'a dit? Presque on s'endormait sur le plateau encore dans cette première mi-temps. Et se cacher derrière l'arbitrage serait se voiler la face également c'est pour ça que je dis, du contenu proposé par. On peut en reparler surtout, j'y vais encore plus loin sur le premier carton jaune qui est complètement aberrant. On en parlera. On rentrera dans le sujet de l'arbitrage. La façon de jouer encore une fois lors de cette première mi-temps où nous on disait quand ça fonctionne, c'est que le coach demande cela. Mais quand ça ne fonctionne pas, il faut savoir le dire aussi. Là, c'est pas normal. Tu joues chez le 14e, tu es seconde de Ligue 1, tu as une opération exceptionnelle à faire, tu es en pleine bourre et tu fais cette première mi-temps-là. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer tambour battant et de leur en mettre un ou deux dans les 20 premières minutes? Pourquoi tu t'interdis ça? Pourquoi on s'interdit ça, moi je veux comprendre. Alors, est-ce que c'est un projet aussi de la part de deux arbitres? On ne sait pas, c'est nous qu'on l'interprète comme ça, que ces dernières semaines, c'est vrai qu'en première mi-temps, les Marseillais ne mettent pas beaucoup de rythme. Voilà. Donc, à savoir, est-ce que c'est ce que demande le coach? On ne le sait pas. Ça peut être une question aussi qu'on peut poser à Roberto De Zerbi lors des conférences de presse. On va quitter Nico, on va lui poser une dernière petite question. Nico, le match aller face à Auxerre et cette défaite, ça avait été un tournant pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu analyses cette défaite ce soir comme aussi un tournant que peut être cette défaite pour les Marseillais, avec 2 matchs et 2 réceptions, avec celle de Nantes puis celle de Lens? Un tournant, je sais pas. Après 2 matchs d'affilée à la maison, on sait que c'est toujours très difficile de faire 6 points sur 6. Surtout que c'est des équipes accrocheuses qu'on va recevoir. Bon, Nantes, ils sont au fond du trou, mais bon, on sait très bien que des équipes comme ça qui luttent pour le maintien, ils peuvent nous emmerder. Lens, c'est toujours une équipe un petit peu difficile à manœuvrer, même s'ils ont perdu beaucoup de joueurs au mercato d'hiver. Après, je pense qu'il faut vraiment se poser les questions de comment on peut passer à côté de certains matchs comme ça et de perdre derrière. Maintenant, il faut pas tout jeter à la mer non plus. C'est la réalité du soir de cette défaite. Faut pas tomber dans le catastrophisme. Et après, ce que j'espère aussi, c'est qu'on va pas juste balayer la défaite en parlant que de l'arbitrage. Parce que comme Steph l'a dit très justement, l'arbitrage nous a carré encore ce soir, il n'y a pas de souci. Semaine après semaine, les matchs se suivent et se ressemblent. Mais il faut quand même creuser plus loin et se regarder dans le miroir et voir ce qu'on n'a pas bien fait ce soir. Il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites. Maintenant, voilà, il faut rebondir dès dimanche prochain contre Nantes. On l'espère en tout cas que les Marseillais vont rebondir avec cette réception face au FC Nantes dimanche. Ça sera bien sûr un match à suivre sur Maritima. Merci Nico d'avoir été avec nous sur nos antennes dans le débrief du BDS. On va parler de l'arbitrage parce que c'est beaucoup en parlent. On peut voir sur les réseaux sociaux. On a entendu Karim et Jacques pendant la retransmission. Mais je te repose la question, comme ça tu pourras développer. Ouais. Steph, faut-il résumer cette défaite finalement à l'arbitrage? Non, parce que tu dois faire l'effort, tu dois faire le nécessaire. Comme je me répète, quand tu es second du championnat, que tu te déplaces sur le 14e, tu dois maîtriser ton match, tu dois rentrer tambour battant, tu dois leur mettre une pression monstre et les acculer sur leur défense et rentrer à la mi-temps avec 1 ou 2-0. Mais ce soir, on avait une équipe atypique, transparente.
On jouait à la baballe, on n'avançait pas. Tout ce qu'on faisait dans les 20-25 derniers mètres, c'était que des passes ratées. C'était des centres au 4e poteau. Quand on revoit le but qu'on a vu il y a 5 minutes, quand tu vois la défense de Merlin, on me dit oui, Rabiot a perdu le ballon. Mais Rabiot, il le perd au 50 Rabiot mètres. le perd dans la surface adverse. Donc le problématique, c'est que tu as l'Auxerrois qui est complètement axé côté droit, il est gaucher. Au moment du contrôle, Merlin doit aller sur lui. Il doit aller sur lui, lui mettre la pression. Une fois qu'il rentre dans la surface, c'est fini. Il a fait que le suivre et le regarder. Défendre comme ça, c'est tout simplement catastrophique. Mais après, il n'y a pas que ça. C'est dans l'animation, dans les idées de jeu. Ce soir, on était à contre-courant de partout. Contre-courant de partout pour les Marseillais. Oui, Bernard. Non, c'est pas Bernard. Parce qu'on va accueillir Bernard. Je savais pas qu'il avait changé, Jaco. Tu parlais de l'arbitrage. Ta question, on peut en parler, on doit en parler pour des raisons diverses, parce que l'arbitre n'a pas été bon, mais il faut dissocier l'arbitre du match. Voilà, il faut bien dissocier en disant que on va analyser l'arbitrage, oui, mais en aucun cas on le met fautif de la défaite. D'accord ? Sur ça on est d'accord. Voilà, on aurait aimé finir ce match à 11 contre 11, peut-être qu'on aurait pris 4 ou 5, ça on n'en sait rien, même à 11, ça pas du tout, mais par contre on est obligé d'analyser son mauvais match de monsieur l'arbitre. Dans la totalité des 90 minutes, il a été mauvais. Il a été mauvais dans sa réaction, il a été mauvais dans sa pédagogie, il n'y a absolument rien sur Cornelius, il rattrape le ballon, après effectivement il y a une faute sur l'Auxerrois, parce qu'à la limite il va y taper dedans, tu l'avertis, tu fais un coup franc, jusque là oui, mais tu ne lui mets pas un carton jaune. Ça c'est la faute de l'arbitre. Alors ça, pas de problème. Mais par contre, je n'ai pas envie ce soir dans le débrief de mettre l'arbitre fautif sur ce match-là, parce que ça serait faire fausse route. Alors tu vois, le football c'est bien, parce que moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi et avec Steph, parce qu'on en parlait pendant la retransmission. Pour moi l'expulsion de Cornelius est logique. Il y a plus ce scandale, on peut dire scandale, sur le premier carton jaune qui écope Derek Cornelius, mais pour moi sur son deuxième carton jaune, il y a carton jaune. Le coup de genou est assez violent sur les côtes de l'Auxerrois. Et bon, on va voir ce que les supporters en pensent. On va accueillir Bernard, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Bernard. Salut les gars. Bernard, un mot sur l'arbitrage. Jacques en a parlé, Steph également. Ce soir, l'OM a pointé encore du doigt l'arbitrage ce soir et crie au scandale. Est-ce que toi aussi tu cries au scandale ? Non. Pourquoi ? Je crie au scandale sur ce que j'ai vu, sur ce que mon équipe m'a montré. Mais je suis au fond du trou, les gars. Je suis au fond du trou. Comment c'est possible de rendre une copie pareil face à un tel adversaire, même s'ils ont été vaillants? Oh les gars, une première mi-temps, ça ronronne. Non, on parle pas de l'arbitrage. On parle pas de l'arbitrage. Ce match, c'est nous. Mais comment on peut rentrer dans un match comme ça en sachant que tu gagnes là, tu as 8 points d'avance sur lui, 9 sur Monaco, et on fait cette merde? Oh, il n'y en a pas un à retirer de là-dedans. Pas un. Moi, je vais t'en parler, Merlin, il n'a pas fait ci. Il y a eu une action un peu avant. Je crois qu'il y a un décalage, toujours du côté de Merlin. Osbert, on lui dit, allez, ça va. Le type, il avait un mètre pour santé. Non, mais mais qu'est-ce qu'ils ont fait la sieste jusqu'à quelle heure? Mais ne parlons pas de l'arbitrage. Il n'est pas bon. Est-ce que l'expulsion est logique de Cornelius? Pour moi, contrairement à toi, d'abord, Cornelius, quand il va, il joue le ballon sur l'aile de pigeon. Bon, c'est vrai que Cornelius, il fait 100 kilos. Dans l'élan, il peut pas s'effacer. Oui, mais est-ce que c'est pas son... Il peut pas s'effacer. Est-ce que son intervention, du coup, est bonne? La question, c'est est-ce que, du coup, son intervention est bonne? Va là où tu veux aller, tu me l'as dit. Oui, pour moi, l'intervention n'est pas bonne. Parce qu'il doit intervenir du pied droit et non pas du pied gauche. Parce que s'il intervient du pied droit, il reste face au jeu. Donc, il ne fait pas cette faute. Steph. Écoute, moi je suis pas suffisamment expérimenté pour me prononcer là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est le match d'ensemble de l'équipe. Mais je suis déçu, mais vous n'avez pas idée, les gars. Vous n'avez pas idée. Il est un peu dit, Steph. Moi, je ne peux pas mieux dire que ce qu'a dit Steph.
Ça déconne. Auxerre, les gars. Eh oui, il faut arrêter. C'est un promu. 14e. Il faut arrêter les conneries au bout des moments. Ils ont réussi à nous faire passer Perrin pour Maradona, presque. Ouais, c'est Merlin qui l'a fait passer pour Maradona, parce que franchement, lui à chaque fois, j'ai toujours de l'espoir avec lui. Mais encore ce soir, je suis désolé, tu es international espoir français, tu es censé progresser, monter en puissance. Et voilà, et sincèrement, ça commence vraiment à faire beaucoup. Il va falloir réellement se poser des questions. Je pense qu'un petit tour sur le banc, sur les 2-3 prochains matchs, pour lui faire un peu gamberger, ça lui ferait pas de mal. Parce que, mais comme tu l'as dit, c'est anormal de voir une équipe seconde du championnat, qui est sur une série, qui connaît les résultats de ses adversaires directs, et de ne pas rentrer le match en les prenant à la gorge et en les acculant pour essayer de les enfoncer d'entrée. Moi, c'est cette question-là que j'aimerais poser à De Zerbi. Comment c'est possible qu'on rentre dans ce match-là face au 14e, en étant exceptionnel à l'extérieur, en sortant d'une série, en ayant travaillé correctement, je pense, toute la semaine, et être amorphe comme ça dès le début du match? Comment c'est possible? Moi, c'est ces questions-là que j'aimerais avoir. On aura sûrement les réponses sur le site maritima.fr en écoutant la conférence de presse dans quelques minutes, quand Roberto De Zerbi passera devant les journalistes. Merci Bernard d'avoir été avec nous sur Maritima, d'être intervenu, on le rappelle, après cette lourde défaite. On peut parler de gifle même des Marseillais reçus par les Auxerrois à l'extérieur, 3-0. On va donner la parole à Jacques et parlons de Quentin Merlin, qui encore une fois, Jaco, ce soir, Quentin Merlin n'a pas été au niveau. Non. Quentin Merlin n'est pas au niveau depuis pas mal de temps. On lui a confié un rôle qui est très difficile. Il a plusieurs fois se retrouve en situation, et les situations, il les réussit pas. Donc je ne parle pas de ses erreurs défensives qui sont tout simplement abominables, des distances de marquage où il est trop loin. Sur le but, il est pas capable de suivre l'attaquant. Il est mal positionné, il défend très mal, et offensivement il apporte rien. Donc à un moment donné, il faut se poser les vraies questions et de savoir, est-ce que ce joueur-là est en capacité de tenir le rôle qu'on lui attribue. Parce que sincèrement, sur le couloir droit, quand je vois Amir Murillo et que je vois Luis Enrique, excusez-moi, mais je vois un couloir droit un peu plus défensif, un peu mieux organisé, ça se passe un peu mieux. Donc là, il va falloir, bien entendu, le fait d'avoir perdu Balerdi, le côté gauche est orphelin. Jusque-là, je veux bien, mais lui, il est pas dedans. Ça fait plusieurs matchs qu'on le dit. Il faut se poser les vraies questions. C'est pas en se cachant les yeux qu'on va arriver à soigner le mal. Et je vais aller même plus loin, Jaco. Moi, je verrais bien Garcia, même à la place de Dejic, prendre sa place. Parce qu'au moins on sait que Garcia, c'est clair, c'est toujours propre ce qu'il fait. C'est jamais, c'est vrai, exceptionnel, mais c'est toujours très professionnel, toujours carré, toujours du sérieux, offensivement et défensivement. Même si on le sait tous ici. Voilà. Garcia, c'est comme Murillo. C'est ça, c'est pareil. C'est pareil. Qui rendent toujours des copies bien propres. C'est ça. Et défensivement, il nous a toujours fait du bien. Mais par contre, on est obligé ce soir, peut-être que tu feras un paragraphe là-dessus, on va après, à un moment donné, aborder le problème offensif de ce soir. Parce que le problème, il est là. Hein. Bien évidemment, on va en parler bien sûr de ce problème offensif, mais restons sur le cas Quentin Merlin et sur le côté gauche avec Romain qui nous a rejoint. Salut à toi Romain. Quentin Merlin fautif sur le but. Ce n'est pas la première fois qu'on pointe du doigt Quentin Merlin. Est-ce que ce soir, Romain, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le piston gauche marseillais? Oui, bien sûr. C'est vrai que Quentin Merlin, ça fait plusieurs matchs qu'il n'est pas dans le coup. Souvent il y a des buts qui viennent de son côté, où souvent il fait les mauvais choix, où il est mal placé. Je pense que ce soir on a encore vu les failles de ce joueur. Bon, après derrière Dedic, ça n'a pas été mieux ce soir, mais il est évident que c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions sur Quentin Merlin, parce que ça fait plusieurs matchs qu'il est vraiment pas dans le coup. Alors est-ce que comme Steph et Jacques ont pu en parler, est-ce que peut-être de mettre Ulysse Garcia pour les prochaines rencontres serait une alternative avant de lancer Amar Dedic? Pourquoi pas? Après, bon, c'est vrai que là, les 2 prochains matchs, on va avoir l'occasion de recevoir 2 fois.
Donc oui, bien sûr. Après, Garcia a toujours fait des matchs, on va dire, plutôt corrects, comme le disait Jacques. C'est vrai que c'est un peu comme Amir Murillo. C'est des joueurs qui font pas de vagues, mais qui sont toujours présents, qui font des matchs propres à chaque fois, qui sortent des bonnes prestations. Donc pourquoi pas. Après, Garcia, depuis le début de la saison, ça n'a pas été les joueurs à qui on a des choses à reprocher, comme par exemple même Paul Lirola aussi. Jaco, restons sur le côté gauche avec Quentin Merlin. Est-ce que finalement, ça se ressent aussi sur les adversaires et sur les intentions des équipes adverses, où finalement ils analysent les matchs de l'Olympique de Marseille et ils voient que côté gauche, c'est un petit peu le bas blesse et c'est un petit peu le point faible de l'Olympique de Marseille. Mais bien sûr, parce que les adversaires, ils ont des analystes vidéo qui travaillent et qui observent. Et le point faible de l'Olympique de Marseille, dans le dos de Quentin Merlin, il y a des couloirs. Et donc, tu les utilises. Par contre, sur le couloir droit, tu as Murillo qui est quand même, au niveau de la couverture, un peu plus propre. Donc, défensivement, on a des problèmes à ce niveau-là. Et que ce soit Pélissier ou que ce soit tous les adversaires qui nous ont mis en difficulté, c'est sur ce côté-là. Donc, on a un joueur qui défend très mal, donc on aura besoin forcément de régler ce problème très rapidement pour pouvoir continuer notre aventure. Alors j'entendais en début de débrief que on nous disait attention, on n'est pas en train de tout jeter à la mer, mais jamais de la vie. Mais nous, notre rôle, modestement, c'est d'analyser match après match. Exactement. Si tu fais une amalgame des matchs, mais jamais de la vie on est en train de mettre tout à la mer. Mais par contre ce soir, tu es obligé de regarder les choses en face et te dire on a été mauvais. Et ça, sincèrement, c'est inquiétant. Quand je vois cette équipe comme ça, comme à la sortie de Nice, je me dis, les gars, attention, parce que là, vous me faites peur de jouer à 13 ou à 14 ou à 15 et être aussi mauvais. J'ai l'impression que si on joue 250 minutes, on marque pas ce soir, les gars. Et là, c'est ça qui me fait peur. Et l'animation offensive, elle est à pointer du doigt aussi, Romain, parce qu'on parle des défenseurs de l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai, ce soir, que ça soit Greenwood, que ça soit Guiri, Luis Enrique ou même Adrien Rabiot, offensivement, ça a été d'une pauvreté sans nom côté marseillais. Ah oui, donc c'est sûr que ce soir, offensivement, on n'a pas été dans le coup. De toute façon, mis à part, c'est vrai que il y a eu des décisions arbitrales contre nous ce soir, mais après, mis à part ça, c'est vrai qu'on n'a pas été dans le coup ce soir. On méritait pas mieux. Donc, offensivement, on a été mauvais. Défensivement, on a fait ce qu'on a pu après cette expulsion. Mais offensivement, c'est vrai qu'il s'est rien passé ce soir. Et moi, j'ai envie de pointer du doigt aussi la nonchalance de Greenwood depuis plusieurs matchs. Ouais. C'est flagrant. C'est flagrant et je pense que lui aussi, il va falloir aussi qu'il se remette aussi en question. On espère en tout cas qu'il se remette en question, parce que c'est vrai que Mason Greenwood, depuis maintenant quelques temps, il marque, souvent sur penalty, voilà. Et souvent des buts, notamment face à Lyon, où c'est une frappe d'Amine Gouiri qui est contrée, il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Il faut être là, ok, pas de problème, mais c'est vrai que dans le jeu, on en attend beaucoup plus de Mason Greenwood. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Romain, dans le débrief du bar des supporters. Steph, Mason Greenwood, on en parlait nous aussi pendant la retransmission. Et c'est vrai que quand on est un joueur comme Mason Greenwood, ce genre de match, notamment en première mi-temps, on en attend beaucoup plus. Ça doit être lui, le joueur plus, lui qui emmène le ballon dans la surface adverse. Ça doit être lui ton détonateur. Voilà, tout simplement, par ses crochets, par le fait qu'il rentre sur son pied gauche, qu'il enroule, par ses passes tranchantes, comme il a su nous le montrer dans le passé. Mais c'est trop peu. C'est trop peu ce qu'on voit ce soir. Mais ce qui est, ce qui est catastrophique, c'est que c'est tout le secteur offensif qui a failli ce soir. Même Enrique, il a réussi quelques petits crochets. Ouais, bien sûr, mais c'est pas tranchant. Mais c'est pas tranchant, ça apporte rien derrière, il y a rien de dangereux. On a vu que des choix qui étaient complètement à contre-courant. Donc ce soir, c'est une défaillance collective, et c'est ça qui est bizarre, parce que tu te dis que 1, 2, 3 joueurs, allez, grand max, peuvent passer à côté, ça peut arriver. Mais là, que ce soit pratiquement toute l'équipe qui s'écroule, on prend le rouge à la 63e. Bien sûr.
Donc pendant 1 heure, tu n'arrives pas à être meilleur que les Auxerrois. Non, mais au bout d'un moment, je sais pas, quand tu vois sur la dynamique qu'on était, les prestations qu'on a su faire et qu'on a se rendu là, en ayant un match par semaine, qu'on me trouve pas d'excuses. Moi, je n'ai aucune excuse. Après, pour rebondir là-dessus, oui, on va pas tout jeter à la mer. Je rejoins Jaco et nos auditeurs commencent à nous connaître depuis pas mal de temps. On juge le match au match. S'il faut un excellent match dimanche face à Nantes, on analysera un très bon match. On enverra des éloges et on Bien dira sûr. voilà, le coach s'est remis en question, les joueurs ont rebondi et on dira ce qu'on doit dire. Mais ce soir, quand tu es l'Olympique de Marseille, que tu es second du championnat et que tu dois faire encore un trou sur tes poursuivants et que tu fais cette prestation-là, moi je suis le coach, je te garantis qu'ils m'entendent dans le vestiaire. Bien entendu, après cette prestation ratée des Marseillais, cette gifle reçue, on parlait de l'animation offensive, Jaco, et les joueurs que j'ai cités, Guiri, Greenwood, Luis Enrique, n'ont pas été au rendez-vous ce soir, et même les entrants, on peut parler de Neil Maupay qui a été peu trouvé, on va pas parler de Jonathan Rowe qui est rentré à la 85e minute, mais c'est vrai qu'offensivement ça a été très très pauvre côté olympien. Oui, d'une pauvreté affligeante, c'est impressionnant. Et je suis obligé de parler de Mason Greenwood, qui a une nonchalance qui commence un petit peu à m'agacer. Parce que c'est vrai qu'il a été buteur, on est content, on est heureux sur penalty, on est content, on est heureux, il a poussé le ballon quand Guiri a tiré au cage et il est venu mettre le ballon, comme tu le disais très justement, il faut être là, il l'a mis au fond, mais dans le jeu ça fait un moment que c'est de la pauvreté, et le manque d'ambition, le manque d'envie. Les gars, je disais en montant, pour rien vous cacher dans la voiture à Karim, mais quand je vois jouer à Cliouche à Monaco, je me dis, les gars, et Ben Seguir, c'est impressionnant. Ils sont souvent décisifs ces jeunes joueurs. Là, quand tu prends Mason Greenwood, donc tu fais un début de saison, tu te dis waouh les gars, là on a touché, on a vraiment une perle. Et puis d'un coup, de venir comme ça, d'être complètement à côté de la plaque dans ses idées de jeu, c'est là que le bas blesse. C'est là qu'il faut retenir, c'est-à-dire combien de fois ces idées, elles ont aucune chance d'aboutir. Et ça, c'est un joueur qui est en manque de créativité. Il faut aussi ajouter, et on est obligé de parler aussi d'Adrien Rabiot, qui a été auteur de matchs pourris. Combien de fois on a été élogieux avec ce joueur, on a été content, heureux de voir arriver Adrien Rabiot de la Juve. Mais là, ce soir, les gars, Adrien Rabiot, qu'est-ce qu'il a fait? Jaco, est-ce que, désolé de te couper, mais tu parles d'Adrien Rabiot, on parle de l'animation offensive, donc on va rester sur ce sujet-là. Est-ce que finalement, le fait d'avoir 3 joueurs comme Rabiot, Højbjerg et Bennacer, est-ce que sur le long terme, pour marquer des buts et pour être dangereux, ça peut être limité finalement par un manque de créativité offensive? Mais non, puisque tu l'as fait contre Saint-Etienne. Alors les gens vont te dire oui, mais Saint-Etienne est faible. Angers, tu l'as fait, mais Angers, mais Auxerre aussi est faible. C'est faible, faut arrêter, quand même. C'est une équipe. Cette équipe nous a fait trembler parce qu'on a été mauvais. Je prends toujours cet exemple. Tu joues aux boules contre une petite équipe, des gens qui savent pas jouer. Mais si toi tu joues mal, tu vas perdre. C'est pareil. Là, quel joueur a été bon, les gars? Jacques, rappelle-toi ce qu'on a dit pendant les BDS cette semaine. Oui, l'OM est supérieur, mais si tu mets pas ce qu'il faut sur le terrain pour mettre à mal l'adversaire, derrière, voilà, tu te fais punir. Et c'est la loi du football, et ça date pas d'aujourd'hui. Quand tu fais pas le nécessaire, quand tu mets pas d'impact, quand tu fais pas de pressing ensemble, quand tu arrives pas à faire des dédoublements, des dépassements de fonction, voilà, tu as beau avoir des nons sur la pelouse, tu te prends une rouste face au 14e. Allez, messieurs, on va. Il n'y en a qu'un qui l'a mis. L'impact, il y en a un qui l'a mis. C'est Cornelius. Non, là, c'est le seul. C'est le seul. Messieurs, il y a Najib qui nous attend au standard depuis quelques minutes, donc on va l'accueillir. Salut à toi, Najib. Bonsoir à vous, les gars. Najib, on parlait de la défaillance collective finalement de l'Olympique de Marseille. Ce soir, tu l'analyserais comme ça, toi aussi? Pour moi, il y a du manque d'envie. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Je suis d'accord avec vous, mais la défaillance, pour moi, faut mettre les vrais mots. Et les vrais mots, on est sur le manque d'envie. C'est-à-dire que tu commences le match au coup d'envoi et t'as pas d'envie. Et puis, ça fonctionne pas, et à aucun moment tu fais un dépassement de fonction. Tu joues pas, il n'y a pas de grinta. En fait, tu lances les dés et allez à Jacques Tess, en fait. Ça déroule. Alors contre Saint-Etienne, tout va bien, ça rentre. Et là, non, ça rentre pas, mais c'est pas grave. Tu sens qu'il n'y a pas du tout de prise de conscience
d'envie d'y aller faire mal à l'adversaire. Et ça, c'est incompréhensible. Alors tu parles incompréhensible. Najib, tu parles de cette envie. Alors je ne veux pas résumer ce manque d'envie par un joueur, mais ce soir il n'avait pas le capitaine, Leonardo Balerdi. Est-ce que on a vu finalement un match comme ce soir son absence? Enzo, on parle pas du football de poussin là. On n'est pas sur des jeunes de quartier, on est sur des footballeurs professionnels. Le capitaine, normalement, t'en as pas qu'un seul des capitaines en début de championnat. T'en as pas qu'un seul, t'en as plusieurs. Ils sont où? Il y a Rabiot, il y a Greenwood, il y a tous ces gens-là qui ont des noms. À un moment donné, c'est pas Balerdi qui doit être là pour insuffler un professionnalisme. Mais est-ce qu'on a senti son absence ce soir? Son absence, lui, tu l'as senti, parce que vu que notre défense, elle s'est fait ouvrir en deux, tu l'as senti, mais à un moment donné, on peut pas se retrouver avec, dès qu'il manque un joueur, se prendre 3-0 contre Auxerre, en fait. Ben oui, mais bien sûr. Tu vois, c'est ça à un moment donné. Viens, on remet juste des valeurs dans notre jeu, du professionnalisme. Tu commences à jouer, tu joues, ok, on part sur un football de possession. Tu vois que ça fonctionne pas, bordel, vas-y, fonce. On y va, on attaque, on est deuxième du championnat. On s'appelle l'Olympique de Marseille. Notre slogan, c'est droit au but. On va pas arrêter de jouer au ballon comme ça, faire des passe-passe. On a un match par semaine, mais normalement, ils doivent se déchirer. Eh oui. Ils doivent se déchirer sur le terrain. Bien sûr, tu as complètement raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a rien vu. Et dans l'engagement, ni dans les dépassements de fonction, quand tu vois la manière de défendre, on va revenir malheureusement encore sur Merlin, sur le premier but. Quand tu vois le deuxième but, que la défense, tu es dans ton camp et joue le hors-jeu, ça c'est catastrophique. Ah mais non, mais on a fait des erreurs ce soir, presque dignes de débutants. Qu'en amateur, même pas tu les fais ces erreurs-là. Donc au bout d'un moment, voilà, je veux bien comprendre, même si tu viens à être mené 1-0 comme c'était le cas à la mi-temps, on a su montrer dans d'autres matchs qu'on avait la capacité de rebondir et de repartir de l'avant. On n'a rien vu. Et moi, c'est ça qui me fait peur ce soir. Certes, on juge le match de ce soir. Quand on voit j'avais l'impression que c'était Auxerre le deuxième et nous qu'on était 14e. Faut arrêter. Au bout des moments, il faut arrêter. Et comme tu l'as dit, quand tu as des Rabiot, quand tu as des Heubière, quand tu as des Benasser, quand tu as des Gouiri, quand tu as des Greenwood, on n'en a pas vu un être dans le match ce soir. Finalement, ce soir, Najib, quand on t'écoute, quand j'écoute Steph, Jacques et les supporters qui sont passés précédemment dans le débrief, ben en fait, c'est surtout les cadres qui n'ont pas été au niveau ce soir. Mais totalement. Moi, je te rejoins totalement. En fait, c'est eux qui sont défaillants. C'est eux qui sont défaillants parce que c'est eux normalement qui doivent instaurer cette impulsion même dans l'avant-match, parce que tu peux pas. Comment t'attaques un match comme celui-ci avec autant de manque d'envie? Normalement, c'est dans l'avant-match déjà que tu dois le sentir. C'est là où ils font la différence. C'est là où leur expérience doit faire la différence. C'est dans la préparation des petits matchs. Et malheureusement, c'est là où on a beaucoup de défaillances depuis le début de la saison. Donc c'est pour ça qu'après, quand on vient me dire mais Paris, Auxerre 0 points. Strasbourg, tu fais le nul à la maison. Angers, tu fais le nul à la maison. Reims, tu fais non, pas Reims. Sur ces 3 matchs, tu perds 7 points sur 9. Voilà. 7 points sur 9, ce soir encore 3, ça fait 10 points. 10 points sur 12 de perdus. 6 buts encaissés face à Auxerre. 10 points sur 12 de perdus face à 2 fois Auxerre, Angers et Strasbourg. Et avec le même constat, en fait. Tu sens pas une équipe qui se défonce, tu vois. Ben oui. Moi, je les vois, je sais pas, j'ai pas vu à un moment donné l'équipe qui veut se défoncer, à y aller chercher, limite à mourir sur le terrain pour y aller chercher l'égalisation. Non, bon, continue à jouer à la baballe, alors. Non, mais moi je suis désolé, à un moment donné, alors au match aller, je suis venu, j'ai hurlé, je leur ai parlé du voleur et du manque de professionnalisme, mais là je suis désolé, mais je revois la même chose en fait. Moi je me pose des questions, mais vous aviez envie de jouer ce match en fait, vous étiez fatigué de Saint-Etienne. C'est quoi, il y a un relâchement après Saint-Etienne qui fait que là on y va et que... Non, à un moment donné, faut redescendre un petit peu. Tu dois attaquer le match avec au moins ton professionnalisme. Tu dois y aller les tabasser en fait. Mais bien sûr, c'est toi qui dois les prendre à la gorge, c'est toi qui dois les faire reculer, c'est toi qui dois leur mettre la pression, et c'est pas ce qui se passe. On joue à la baballe, on attend, et comme d'habitude, l'adversaire te prend en contre et ça fait mouche. C'est ça. En tout cas, on espère que face à Nantes, face à entre guillemets il faut repartir de l'avant, il n'y a pas le choix. Que l'Olympique de Marseille prendra les 3 points au Vélodrome. Merci Najib d'avoir été avec nous en tout cas ce soir sur Maritima pour débriefer cette défaite. On va repartir à la Baie des Champs à Auxerre pour demander à Jaco un petit peu. Problème d'état d'esprit, toi aussi ce soir, tu l'as ressenti comme Najib, Jacques?
Oui, de l'état d'esprit, aussi manque de technique sur les premiers contrôles. On a vu dès les premiers repasses, on a vu beaucoup trop de joueurs faire de l'approximation. Même des joueurs comme Benasser, son premier contrôle, il a été loupé, raté. Il a marché sur le ballon. S'ensuit aussi un raté d'Adrien Rabiot. S'ensuit un raté, une passe, un mauvais contrôle de Hubert avec une mauvaise passe derrière. Et ça s'est enchaîné. Et un après l'autre, et un après l'autre. C'est ce qui gêne le plus, c'est l'incompréhension. On peut perdre au football, on le dit régulièrement. Tu ne peux pas comprendre ce genre de défaite. Comment il est possible que 14 ou 15 joueurs marseillais soient aussi mauvais ? C'est pas possible. Voilà. Et j'ai pas envie de mettre Cornelius dedans parce que lui, il a mis l'intensité et il a fait du très très bon boulot. Mais j'ai du mal à comprendre comment il est cette médiocrité. C'est pas possible, les gars. Comment c'est possible de réaliser ce genre de prestations? Moi, tu sais, ce qui m'a choqué, les Jaco, attaquants, ne pas partir de l'avant. Arriver, quand je vois, par exemple, sur le couloir, Quentin Merlin, 9 fois sur 10, récupérer le ballon et le redonner derrière. C'est qu'il a pas les capacités et il se sent pas de partir de l'avant. Quand je vois Benasser aussi, qui lui, régulièrement, est capable de donner ce ballon dans la verticalité, qu'il a fait très peu de fois, parce qu'il n'arrivait pas à trouver Amine Gouiri qui faisait pas les bons appels. Quand j'ai vu sur le côté droit Luis Enrique être attaqué par 2 ou 3 voire 4 joueurs, être bloqué, c'est que le coach aussi, il a failli dans ce match-là, parce que les joueurs, oui, mais là, le coach, il s'est fait avoir par Pélissier au match aller, au match retour, les gars. Ah oui. Aussi bien, il faut le féliciter quand il est capable, en cours de match, de faire du coaching. On lui dit bravo coach, mais là, il est tombé sur un os. Mais il est tombé sur quelqu'un qui l'a mis à mal. Moi, ce qui m'a gêné ce soir, et on aura le temps d'en parler cette semaine dans le BDS, c'est l'attitude des joueurs à la perte du ballon. J'ai pas vu un pressing énorme pour aller alors que c'est le point fort de l'OM. Le 3/4, les joueurs, quand on voit sur le but, Rabiot il perd le ballon, il s'arrête. Hubert qui trottine. Merlin sur la pseudo-faute, qu'il n'y a pas faute clairement, où on pensait qu'il allait avoir penalty, mais on voit après les ralentis qu'il n'y a pas grand-chose. Vraiment, il reste au moins 20 secondes au sol. Limite, il s'assoit, il reste 20 secondes au sol. Donc voilà, moi c'est cette attitude-là moi qui me gêne. Et c'est celle-là qui me fait me dire, mais comment c'est possible qu'à la perte du ballon, tu es là, tu t'arrêtes et tu marches. Alors que on le sait très bien, l'idée de jeu de Zerbi, c'est d'avoir un pressing haut et surtout à la perte du ballon, essayer de le récupérer dans les 4-5 secondes. Là, on n'a pas vu des joueurs s'arracher, faire du dépassement de fonction ce soir. On dirait qu'ils étaient en promenade. Et voilà, tu te prends une gifle face au 14e. Ouais, la défaite finalement est assez logique et assez normale ce soir, 3-0. Messieurs, avant de conclure ce débrief, première réaction pas officielle, mais bon, c'est Pablo Longoria qui a fustigé à la fin de la rencontre dans les vestiaires. Il parle de corruption par rapport aux arbitres et qui dit qu'il n'a jamais vu ça depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. Jaco, une petite réaction à ce qu'a dit Pablo Longoria. Il parle presque de corruption. Ben, quand je l'ai vu, il était peut-être, je vais pas exagérer, mais à 7-8 mètres de nous. Et quand on l'a vu, sincèrement, il était blanc. Et on l'a vu gesticuler, se lever, être dans un état d'énervement. Je ne l'ai jamais vu aussi énervé. C'était impressionnant. Alors, il a peut-être des informations, il a peut-être des réactions que nous n'avons pas, effectivement, parce que c'est vrai que lui, il sent que l'arbitre, encore une fois, je l'ai trouvé mauvais, monsieur l'arbitre, mais alors mauvais, mais nous, on se doit, et si modestement, on avait la possibilité de voir le président lui dire, ok, on est avec vous à 1500% concernant l'arbitrage, comment on est traité, mais par contre, je vous en supplie, prenons conscience du mauvais match de l'Olympique de Marseille. Peut-être que si on avait été bon ce soir, on aurait peut-être un peu moins parlé de la mauvaise soirée de monsieur l'arbitre. Tu sais, on en parle souvent, Jaco. On en parle souvent de se dire il ne faut pas se cacher derrière l'arbitre, donc il faut faire le travail. Pour pas donner l'opportunité à l'arbitre de nous la faire à l'envers.
Voilà, quand tu fais pas le travail, tu n'es pas à l'abri de ce qui s'est passé ce soir. Pour moi, le rouge, il est tout simplement aberrant. Quand tu regardes le premier jaune, il doit jamais lui mettre jaune. Le deuxième, je sais pas, mais ça reste un sport de contact. Il est le premier sur le ballon et une fois qu'il est dans l'élan, il peut pas s'effacer. Ou alors, je sais pas comment on peut faire. Je sais pas, mais ça, j'arrive pas à comprendre. Donc, l'arbitre doit avoir un peu plus de pédagogie, de lui dire attention. Certes, vous êtes en avance, vous touchez le ballon le premier, mais la prochaine fois, je pourrais vous sanctionner et vous mettre dehors, parce que quand tu regardes l'action, certes, oui, il y a le coup de genou qui arrive dans le bas du dos, il n'y a aucun problème. Dans les côtes, mais il prend le ballon 3 secondes avant, le mec. Ouais, mais il peut pas s'effacer. Tu ne peux pas. C'est comme quand tu tacles le ballon et qu'on te dit ouais, mais derrière il lui a arraché la cheville. Ouais, mais il fait quoi? Alors il tacle, il s'efface, le mec? C'est impossible. C'est tout simplement impossible. Donc après, il y a aussi ces actions de jeu là où l'arbitre doit avoir beaucoup plus de recul. Il sait que derrière ça fait deuxième jaune, sachant que le premier il y est jamais. Normalement, je suis désolé, tu dois pas réagir de la sorte. Après, de là à se cacher derrière ça, moi je suis pas d'accord. Voilà, oui, l'arbitre a été mauvais, on le sait, mais derrière on a été encore plus mauvais que l'arbitre. Voilà, les mots de la fin pour Steph. Et ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'on n'est pas souvent d'accord. Et ça fait le charme du bar des supporters. Voilà, malgré tout, on essaye de trouver les explications après cette défaite de l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que c'est très compliqué à expliquer cette gifle reçue des Marseillais dans Lyon à Auxerre, 3-0. D'un point de vue comptable, c'est vrai que les Marseillais auraient pu faire le trou, mais malheureusement ils attendront sur leur canapé le match de Nice, qui reçoivent Montpellier demain dans cette 23e journée de Ligue 1. Merci Steph pour cette soirée. Merci à toi, merci à Laurent, merci à tous. Merci à Laurent aussi qui était avec nous en technique. C'était un plaisir, les auditeurs. C'était un plaisir d'être avec vous. Et un grand merci à Jaco, à Auxerre. Merci les gars, bonne soirée à tous. Et rentrez bien les amis. Le retour va être très long. Bon retour à vous, faites attention sur la route, on passera bien évidemment à vous. Merci à tous de nous avoir appelés, merci de nous avoir suivis depuis le début de la retransmission aux alentours de 20h35. On va se reposer tranquillement un petit peu et on va essayer d'oublier cette défaite, même si on sait que quand on est supporter de l'OM, on va pas se coucher. Toute la semaine, frérot, elle va rester dans la tête. Surtout ce soir, on va pas se coucher de suite. On parlera bien sûr de ce match dans le bar des supporters dès lundi à partir de 18h autour de Magali, de Karim et de Jacques. Excellente fin de soirée sur Maritima. Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne. Découvrez son nouveau Juke hybride restylé, crossover urbain unique et audacieux. Un style qui ne laissera personne indifférent. Nissan Marseille, Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary. Défiez l'ordinaire.